Amis écouteurs, bienvenue dans ce 8e épisode de Timelapse. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais le chiffre 8, couché à l'horizontale, n'est autre que le symbole de l'infini. Et dans cet épisode, je vous propose d'explorer une limite de notre connaissance en vous proposant un voyage aux frontières de nos capacités de compréhension, la découverte de l'espace au-delà de la 3e dimension. Qui n'a jamais entendu parler de la 4e dimension ? Mais que savons-nous d'elle ? Existe-t-elle réellement ? Avons-nous les capacités de nous y projeter, de la visualiser ? Et qu'y a-t-il au-delà de cette 4e dimension ? Pouvons-nous envisager que l'univers soit multidimensionnel ? De nombreuses questions nous attendent et nous allons essayer dans les quelques minutes à venir d'y entrevoir quelques réponses. Nos sens nous trompent-ils ? Vaste question qui a guidé notre pensée depuis plus de 2000 ans. Platon, avec son allégorie de la caverne, nous amène à remettre en cause ce que nous percevons. Peut-être ne voyons-nous que le reflet même de la réalité sur un mur. De nombreux philosophes s'interrogeront et se mettront à douter de tout, comme Descartes avec son fameux « cogito ergo sum », « je pense donc je suis ». Nous faisons tous l'expérience de la 3e dimension, et Aristote, déjà en moins 350 avant notre ère, discutait déjà de l'impossibilité de dimensions supérieures dans son ouvrage « Du ciel », pour le citer, c'est que, parmi les grandeurs, l'une n'est divisible qu'en un sens unique, c'est la ligne. L'autre l'est en 2, c'est la surface. L'autre l'est en 3, c'est le corps. Il n'y a pas de grandeurs autres que celle-là, parce que 3 est tout, et que 3 renferme toutes les dimensions possibles. Ptolémée, quelques 400 ans plus tard, donnera la première démonstration de l'impossibilité de concevoir l'existence de la 4e dimension dans notre espace visible. Si 3 droites sont perpendiculaires 2 à 2, il est impossible de trouver une 4e droite qui soit perpendiculaire aux 3 autres. Le point est de dimension 0. La droite, quant à elle, est de dimension 1. La surface de dimension 2 et l'espace tridimensionnel. Mais que cela signifie-t-il ? On peut rattacher la notion de dimension au concept de degré de liberté. La ligne de dimension 1 n'a qu'un seul degré de liberté. C'est-à-dire que nous ne pouvons nous déplacer que dans une direction donnée, avant, arrière. Une voie ferrée, une cassette audio avec lecture avance rapide ou arrière, un téléphérique le long d'un câble ou encore un pouls sur un cheveu. Pour la dimension 2, nous pouvons prendre l'image d'un bateau sur l'océan ou d'une voiture. Rajoutons la hauteur ou la profondeur et notre navire se transforme en sous-marin ou en hélicoptère. Mais ne vous y trompez pas, ces exemples naïfs recèlent en leur cœur de nombreux questionnements profonds. Peut-on réellement parler d'un espace à une dimension pour le téléphérique qui se déplace pourtant dans un espace en 3 dimensions ? Pourrions-nous avoir des dimensions supplémentaires qui apparaissent quand on change d'échelle, ici en dézoomant pour le téléphérique, ou en zoomant ? Par exemple, le cheveu fin comme une ligne est en fait un objet en 3 dimensions si nous zoomons fortement. Les physiciens parlent de dimensions supérieures au niveau des particules en théorie des cordes. Finalement, sommes-nous certains de ne vivre que dans un espace en 3 dimensions ? Se repérer, que ce soit sur une ligne de métro, sur la surface de la Terre ou dans l'univers, suppose de mettre en œuvre un système de mesure. Tout au long de notre histoire, nous avons inventé, amélioré, innové afin de rendre ce système de mesure de plus en plus pertinent et efficace. Les mathématiques, alliées à la géométrie, ont ainsi engendré la cartographie. Visualiser, représenter et bien entendu se repérer, voici les enjeux d'un savoir en devenir. La cartographie ne s'est pas arrêtée à une époque quelconque, elle continue de nos jours à évoluer. Nous continuons à cartographier. Si ce n'est la Terre, googlisée au mètre près à sa surface, nous poursuivons cette quête
sous les océans, au-delà de notre horizon, la Lune, Mars, Pluton avec New Horizon en juillet 2015. En 2022 arrivera la version définitive du catalogue d'étoiles de Gaïa de l'European Space Agency, l'ESA, plus d'1 milliard d'étoiles cartographiées dans notre galaxie, une tâche titanesque. 100 téraoctets en cours de traitement par plus de 300 scientifiques. Et cela ne s'arrête pas là. La cartographie de notre univers la plus précise en 3 dimensions vient d'être publiée. Plus de 20 ans de travail, une centaine de scientifiques et plus de 4 millions de galaxies positionnées. Une prouesse permettant de retracer l'histoire de l'expansion de notre univers. Toutes ces représentations ont un point commun: l'utilisation d'un repère afin de déterminer des coordonnées. Le premier à avoir introduit la notion de repère, nous en avons parlé en introduction, n'est autre que le célèbre philosophe et scientifique René Descartes, vers 1637, dans son livre premier de la géométrie. On parle pour l'occasion de repères cartésiens. Une origine, 2 axes perpendiculaires entre eux, nommés abscisse et ordonnée, à qui on a attribué 2 lettres qui ont martyrisé un grand nombre de collégiens, l'axe des X et l'axe des Y. Pourquoi ces 2 lettres et non pas A et B par exemple? Eh bien la petite histoire nous raconte que l'imprimeur de René Descartes lui avait demandé de choisir pour représenter les coordonnées de points des lettres peu utilisées, ne disposant pas assez de lettres communes pour le texte et le jeu de coordonnées. C'est de là que viennent ainsi nos fameuses lettres X et Y. Mais le repère de Descartes est basé sur la géométrie euclidienne, une géométrie plane, bien utile sur Terre. Petit aparté pour nos platistes, il est vrai que la Terre semble plate à notre échelle, et ce n'est qu'en nous élevant physiquement et intellectuellement que nous découvrons finalement la sphéricité de la Terre. Mais cette géométrie dictée par Euclide et valable pendant plus de 2000 ans sera mise à mal par les penseurs du XIXe siècle. Relisant les éléments d'Euclide, le livre le plus influent dans l'histoire après la Bible, et remettant en cause les axiomes mêmes de cette géométrie, les scientifiques du XIXe siècle créent de nouvelles géométries qui seront par la suite appelées des géométries non euclidiennes. Prenons un exemple très simple. Une géométrie sphérique, comme celle de la Terre, suppose un nouveau repère basé sur un nouveau système de coordonnées et un nouveau point origine de ce repère. Les coordonnées sphériques attribuent ainsi une longitude et une latitude à chaque point à la surface de la Terre. L'origine des latitudes sera l'équateur terrestre et l'origine des longitudes sera le célèbre méridien de Greenwich. Même si l'objet reste en surface, celle-ci se déforme en raison de la courbure de la Terre et le repère cartésien perd alors sa capacité de positionner simplement l'objet. Il est intéressant de constater que cette géométrie sphérique est une géométrie qui implique une 3e dimension, l'espace, tout en reliant les coordonnées du point qu'à 2 degrés de liberté, la longitude et la latitude. Une sorte d'espace en 2 dimensions dans un espace plus vaste en 3 dimensions. Pour en finir avec la cartographie, voici une question importante à laquelle je ne répondrai pas et je vous laisse explorer, si cela vous intéresse, les pistes par vous-même. Si l'univers n'a pas de centre et est en expansion comme nous l'indiquent les théories actuelles, comment cartographier cet univers et les galaxies? En d'autres termes, en 1973, les sondes Pioneer sont envoyées dans l'espace avec une plaque indiquant la localisation de la Terre et de notre système solaire. Mais quel système de coordonnées les scientifiques ont-ils utilisé pour nous situer? Bon courage, et je ne doute pas que vous trouverez des réponses captivantes en cherchant. Prenez un prêtre de l'église anglicane dans l'Angleterre victorienne vers 1850. Prenez un carré vivant et rêveur, une sphère mystérieuse et bavarde, et enfin un roi régnant sur un territoire infini, mais sans largeur ni épaisseur. Ne vous inquiétez pas et suivez-moi dans le fabuleux livre de Edwin Hubbard Hubbard intitulé Flatland, publié en 1884. Vous avez lu Alice au pays des merveilles, écrit par le mathématicien et logicien Lewis Carroll, ou plutôt de son vrai nom Richard Dawson?
vous avez dévoré les fameux voyages de Gulliver écrits par Jonathan Swift. Flatland est l'ouvrage à ne pas manquer. Mais pour les sceptiques, n'oubliez pas que derrière ces livres se trouve toujours une véritable satire et critique sociale de l'Angleterre de l'époque victorienne, quoique toujours d'actualité selon moi aujourd'hui. Ainsi, Flatland d'Edwin Herbert Herbert vous transporte dans un univers en 2 dimensions, peuplé de personnages dont la condition sociale dépend de leur forme et géométrie. Ainsi, les angles et le nombre de côtés d'une figure augurent de sa position sociale. Les classes inférieures, composées d'ouvriers et de soldats, sont des triangles isocèles. Pire, les femmes sont représentées par une seule ligne droite qu'à une dimension, sans aucun angle, qui leur offrirait la possibilité de la 2e dimension. À l'autre bout de la société se trouve la noblesse, sous forme de figures à 6 côtés, les hexagones, et bien évidemment les prêtres de forme sphérique, car le cercle n'est-il pas après tout qu'un polygone avec un nombre infini de côtés, et par conséquent une sagesse infinie. Bref, tout ce bestiaire géométrique vit dans le monde du plat pays, le Flatland, que cela n'en déplaise à nos amis belges. Et la critique sociale, à travers la représentation géométrique des femmes par exemple, est forte, car un être qui apprend devient plus intelligent et sa forme évolue en agrandissant son angle ou son nombre de côtés exceptionnellement. Mais la femme, de par sa forme, ne peut améliorer aucun de ces 2 attributs. Ainsi, la femme est contrainte de rester indéfiniment avec son statut de classe inférieure. Là encore, la lecture du livre doit se faire au second degré, car Edwin Abbott Abbott dénonce et critique vivement ce statut inférieur de la femme. Abbott était un ardent défenseur du droit des femmes. Toute sa vie, il se battra pour une meilleure éducation des femmes, et son roman vient justement exacerber les sentiments et critiques à travers ses analogies géométriques. Une autre attaque est portée au statut de la normalité. Toutes les figures géométriques peuplant Flatland et ayant un statut social acceptable sont des figures régulières. On parle en mathématiques de polygones réguliers. Et la perfection est un élément essentiel de l'univers de Flatland. Or, toute forme non régulière est associée à la perversité et à la délinquance. Chaque forme irrégulière est ainsi automatiquement dépistée, traquée, méprisée, puis enfermée ou détruite si la marge de déviation tolérée est dépassée. On croirait lire du George Orwell dans son roman 1984. Surprenant car Flatland a été écrit justement 100 ans plus tôt, en 1884. À l'instar de l'allégorie de la caverne de Platon, un carré, héros de notre histoire, lors d'un songe étrange, visite un pays imaginaire nommé Lineland, univers en 1 dimension, et rencontre ses habitants. Le carré, être en 2 dimensions, essaye de faire prendre conscience aux habitants de Lineland qu'il existe une dimension supérieure à la leur. Ceux-ci n'arrivent pas à concevoir ce nouvel univers et restent hermétiques aux explications du carré. Se réveillant alors du songe, notre carré reçoit la visite mystérieuse d'une sphère, une résidente d'un univers en 3 dimensions appelé Spaceland. Vous voyez, cher auditeur, l'intrigue se cristalliser. Comment le carré va-t-il pouvoir comprendre qu'il existe maintenant une dimension au-delà de Flatland, de son univers en 2 dimensions? La sphère impuissante à expliquer cette 3e dimension, à notre carré, fait alors un acte incroyable, celui de sortir physiquement le carré de sa surface qui l'emprisonnait. Notre carré comprend alors la signification de cette nouvelle dimension. De cet endroit, il dispose alors de la capacité de voir son monde dans sa globalité, voir sans être vu, percevoir l'infini et être au-delà. En retournant ensuite dans son univers, il n'aura de cesse, comme dans l'allégorie de la caverne, de tenter d'expliquer la réalité de cette dimension. Devant l'incompréhension générale, notre pauvre carré se retrouvera en prison, non sans avoir prononcé cette magnifique phrase à l'encontre du cercle prêtre, phrase digne de celle de Galilée à son procès ou de Giordano Bruno sur le bûcher. « Voyez, je suis devenu semblable à Dieu, car les sages de notre pays disent que voir toute chose, ou plutôt
pour reprendre leurs propres termes, être doué d'omnivision est l'attribut de Dieu et de lui seul. Ainsi, Edwin Abbott montre finalement une société qui punit ceux qui tentent d'y introduire de nouvelles idées, et en cette fin de XIXe siècle, les nouvelles idées, qu'elles soient scientifiques, théologiques ou sociétales, ne manquent pas. Citons à cette époque la percée du darwinisme, remettant en cause la genèse divine même de l'homme. Mais avec ce roman de fiction, Abbott ouvre une piste incroyable dans laquelle vont s'engouffrer un grand nombre de crédules et de moins crédules. Ne pourrions-nous pas imaginer que nous sommes nous aussi dans la situation du carré et qu'une quatrième dimension existe, peuplée d'êtres pour lesquels nous n'ayons aucun soupçon d'existence? Mais alors, ne pourrions-nous pas avoir été en contact, nous aussi, avec cette sphère et être dans l'incapacité de reconnaître qu'il s'agit d'un être d'une dimension supérieure? La démonstration d'Abbott avec Flatland nous interdit de rire de ce questionnement, sans quoi nous ne saurions rien de plus que ces êtres géométriques sans épaisseur de Flatland. S'élever, c'est ce que le carré a vécu pour découvrir la vérité à l'aide de la sphère. Doit-on nous aussi nous élever et qui nous aidera alors? La quatrième dimension dévoilée par Edwin Abbott dans Flatland nous ouvre un tout nouvel univers à explorer, un univers aux connotations et aux implications à la fois scientifiques, philosophiques, religieuses et artistiques. Et c'est ce que je vous propose d'explorer, mais dans le prochain épisode de Timelapse. Plus une société s'écarte de la vérité, plus elle haït ceux qui en parlent. George Orwell, 1984. Amis écouteurs, je vous dis au mois prochain.